The Culling Game. Parlons déjà de son opening. Comme d'habitude, visuellement, c'est marquant. Toujours dans des couleurs très sombres, rouge et noir. Pour moi, en tout cas, je ressens la détresse et la merde dans laquelle ils sont. En première partie, on nous présente le noyau qu'on va suivre. Et en soi, à part les personnages, l'opening ne spoil pas trop, sauf si on m'y pose et qu'on fait vraiment attention à certains détails. Car chacun est présenté selon son univers. Alors, juste au cas où vous serez trop curieux, ne mettez pas pause. Je me suis donc amusé à regarder l'opening au ralenti, plusieurs fois, et je peux vous assurer que quasiment chaque plan, si vous avez lu le manga, a une signification. Maintenant, parlons musique. Cet opening ne fait pas l'unanimité. Au début, j'étais comme la plupart des gens, bof, sans plus. Mais plus je l'écoute, avec et sans les visuels, plus je me dis, en vrai, ça passe. Et c'est même très bien et j'aime beaucoup. Et en plus, ça colle à ce qui représente l'arc, qui est déjà une forme de jeu mortel, certes, mais c'est un jeu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je ressens l'urgence. Attention, ce n'est qu'un pour moi. J'aimerais pas aller plus de cet opening, je verrai s'il ferait une vidéo en plus. Et oui, ça spoilera à fond. La saison 3 commence avec un Yuji qui se lave les mains tachées de sang qu'il lave continuellement, nous signifiant à quel point il se sent coupable de ce qui s'est passé à Shibuya. On revient à la réalité et on ne se retrouve plus dans Jujutsu Kaisen, mais dans Yuji fait du parcours. Je vous jure, avec Mappa, je pourrais regarder que ça, ce serait trop plaisant. Avec l'aide de Chozo, Yuji tente d'éliminer un maximum de fléaux, jusqu'à ce que Naoya, un héritier du clan Zenin, les interrompt parce qu'il est à la recherche de Megumi pour le buter. Pourquoi, vous me direz? Revenons quelques heures en arrière. Le chef du clan Zenin est décédé, donc forcément il faut un successeur. Et Naoya, parmi ses frères et ses oncles, a été choisi. Alors permettez-moi de vous dresser une brève description du personnage. Déjà, il a les mêmes pouvoirs que son vieux, FPS, et en termes de force, j'imagine qu'il a ce qu'il faut puisqu'il fait face à ses oncles, à qui il n'arrête pas d'envoyer des pics. C'est pour dire à quel point il est impoli. Je vais t'engager tout de suite. Il est un petit peu misogyne sur les bords car il n'arrive pas à faire la différence entre Mai et Maki, qui ne se ressemblent pas du tout en termes de cheveux, car pour lui, une femme, ça doit rester à sa place. C'est-à-dire, La place de la femme, c'est la cuisine. Je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez. ah bon? Ce n'est pas lui qui a dit ça? Et pire, il mesure la valeur des gens à leur utilité pour lui. Par exemple, il ne connaît pas Yuji Itadori, mais il connaît bien l'autre de Sukuna. Bref, revenons au présent, donc la bagarre éclate. Et quand je dis il est impoli, ce n'est pas impoli, c'est impoli au point où il se recoiffe pendant qu'il te tape. Le gars, il s'aime trop, il a tellement confiance en sa force qu'il pourrait se BR sur lui-même. Mais c'est sans compter une énorme force occulte qui se fait sentir, Yuta vient d'entrer dans le jeu. Pas le temps de niaiser que Yuji est rapidement pris à part. C'est assez drôle de voir à quel point tous les deux ils se sont légèrement sous-estimés, mais la différence de force va vite se faire ressentir. Yuta est peut-être faible physiquement, mais il compense avec son énergie occulte. Sûrement aujourd'hui la personne qui a le plus d'énergie occulte devant Gojo. La différence entre Gojo et Yuta se fait avec le 6ème œil qui lui permet d'économiser son énergie occulte. À chaque lancer de sort, c'est comme s'il ne dépensait rien du tout. Alors que Yuta, lui, peut arriver à un compte de 0. Bref, Yuji se débat, il arrive à se débarrasser de l'épée de Yuta. Il pensait avoir une chance jusqu'à ce que Rika le retienne et qu'il se fasse tuer par l'homme qui veut redevenir le MC de cette œuvre. De l'autre côté, Chozo fait face à l'arrogance en personne dans un face-à-face presque théâtral entre celui qui pense être fait tout seul et l'autre qui pense être la lumière de ses frères. L'anime nous gratifie de scènes plus belles l'une que l'autre avec une colorimétrie plaisante. Jaune à noir pour Naoya, rouge à noir pour Chozo. À force d'être trop sûr de soi, on finit par le regretter et Naoya en a fait les frais. Chozo était en train de le soulever jusqu'à ce que Yuta arrive. Évidemment, c'est un one-shot, et Naoya, mal en point, se fait soigner par Yuta, mais en échange, c'est lui qui doit aller faire le rapport aux anciens. Précédemment, Chozo demandait à Yuji de faire appel à ses souvenirs d'enfance pour confirmer que Kenjaku était son père. Mais ce n'est pas le cas, puisque au final, c'est sa mère. Le gars se donne un petit peu trop de mal pour ses plans quand même. Je ne sais pas encore quel est l'objectif, mais ça promet. Yuji ressuscite et il se retrouve face à son bourreau. Après s'être fait tuer une deuxième fois, personne ne lui en voudra de reculer. Mais c'était nécessaire puisque Gojo lui-même a demandé à Yuta de protéger ses cadets s'il lui arrivait quelque chose. Donc en plus d'être beau gosse et fort, le gars est devin. Pour arriver à cette explication, Yuji demande à Yuta pourquoi est-ce qu'il l'a sauvé. Et je crois que nous tous, Yuta aussi, comprend que Yuji se sent coupable et que sa véritable question est: pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir? Et c'est là qu'apparaît Megumi dans un monologue pour convaincre Yuji, lui disant que ni lui ni eux ne sont des héros et qu'ils sont tous responsables de ce qui s'est passé. Alors que Yuji lui répond en interne pour assumer les responsabilités, présentant ainsi sa détresse et son état mental. Mais c'est quand Megumi demande de l'aide pour sauver sa sœur que Yuji se réveille, faisant ainsi écho aux derniers épisodes de la saison 1 où Yuji et Nobara disaient à Megumi: la prochaine fois, demande-nous notre aide. Alors forcément, Yuji accepte, mais à condition que Yuta soit là pour gérer Sukuna si jamais il se réveille. Alors pour info, j'adore Yuta, hein, mais jamais de la vie tu gères un Sukuna 15 doigts. Maintenant que c'est dit, avec Choso, ils vont retrouver Yuki et Maki. Cette dernière est d'ailleurs un de mes personnages préférés, alors mettez de respect sur elle.
Et ensemble, en suivant la trace des embryons maudits, ils vont réussir à s'infiltrer chez Tengen, qui ressemble à un marshmallow avec des yeux. L'épisode 2 finit donc sur ça, et j'attends impatiemment la suite, car chacun des épisodes qu'on a eu jusqu'à présent avait la qualité d'un film. Et j'aime beaucoup le fait qu'on garde une certaine forme d'humour, malgré la tension qui existe. Par exemple, Megumi qui recule lorsque Chozo sort de nulle part, ou encore tout le monde discute, ils se mettent d'accord sur le plan à suivre, puis ils se demandent « Tu es qui toi en fait ?» Et Chozo qui nous fait une endeavor lorsque Yuji l'appelle mon frère. Il y a un autre élément qui est drôle, peut-être pas pour tout le monde, c'est de voir à quel point ils ne se sont pas étalés sur les règles de la traque mortelle. Bref, les épisodes d'introduction sont passés, que le jeu commence.